À Pan M360, nous sommes avec Monique Jean. Monique Jean, qui est une pionnière de l'électroacoustique au Québec, qui œuvre depuis très longtemps, puisque nous sommes de la même génération. Donc, je connais votre travail, Monique, depuis longtemps. Et vous êtes toujours active et vous allez nous présenter, dans le contexte d'Acousma, jeudi, la pièce Tumulte. Tumulte, qui est une œuvre qui est toute fraîche, qui dure, j'imagine, une quinzaine de minutes. C'est le cas en général dans le festival Akousma. C'est souvent des pièces qui durent de 10 à 20 minutes de manière générale et ça ne fait pas exception. Alors, Monique, bienvenue à Panel 360. Bonjour, merci de me recevoir. Bon, on est très heureux de vous recevoir. Monique Jean, vous avez œuvré dans le domaine électroacoustique depuis la fin des années 90. Donc, vous étiez déjà dans une démarche culturelle de création, une démarche musicale auparavant, mais votre inclination pour le monde électronique, ben, ça remonte aux années 90. Donc, on vous ne qualifiera pas de late bloomer parce que ça fait quand même les années 90, ça fait déjà, alors donc un peu moins de 30 ans et vous avez suivi une démarche rigoureuse depuis. Oui, j'ai commencé avec la danse, en fait, pour faire des bandes sonores pour la danse. Et rapidement, j'ai entendu du Gilles Gobet, du Francis Daumont, et j'ai fait, c'est tout à fait ça que je veux faire. Alors, j'ai quand même commencé, même si je suis une late bloomer, j'ai commencé avec les rubans, dans les studios, on montait sur des rubans. Donc, ça n'a pas duré longtemps parce que tranquillement, rapidement, il y a eu la transformation vers le MIDI et vers les synthétiseurs. Mais j'ai eu la chance, pour moi, c'est une chance d'avoir passé au moins 2 ans sur des synthés analogiques et travaillé dans les studios. On travaillait alors, c'est ça, à enregistrer sur du ruban. Mais oui, je suis une late bloomer, mais depuis ce temps, j'ai toujours continué, j'ai exploré de tous les côtés. Les dernières 10 années, j'ai beaucoup exploré avec l'improvisation et le no-input. Et le Tumulte, ma nouvelle pièce, c'est un retour, si on veut, à la composition stéréo fixe. C'est très intéressant pour moi de revenir à ça. Le no input, si on essaie d'être pédagogique là-dessus, de quoi ça procède? Quelle est la technique ou l'approche du no input? Bon, le no input de base, c'est vraiment une console. On prend les sorties de la console et on les rentre dans l'entrée. Donc, on travaille avec le bruit de la machine. Il n'y a aucun autre bruit, autre son que celui de la machine qui rentre en boucle, donc qui se met à faire des sons. Bon, moi, c'est un peu modifié mon truc parce que j'ai travaillé avec un cassettophone 4 pistes et mes sorties rentraient dans des pédales d'effet, des pédales de guitare, pour réentrer dans le no input. Donc, je pouvais manipuler quand même le son, mais le son de base est quand même toujours le souffle de la machine. Donc, c'est pour ça que j'avais un vieux cassettophone des années 80 peut-être. Et donc, il y avait beaucoup de bruit. Et plus ça avançait, plus je brisais évidemment la machine et plus ça faisait du bruit. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de noise parce qu'à la fin, ma machine, mon appareil était. Il changeait toujours la couleur, les sons changeaient tout le temps et devenaient de plus en plus bruiteux. Donc, avec du noise et en bougeant un peu les potentiomètres, ça pouvait soit éclater, ça pouvait tout d'un coup être très fort ou sortir une fréquence que je ne voulais pas. Donc, c'était très instable. C'était passionnant, l'instabilité, mais à un moment donné, j'ai eu le goût de peut-être plus contrôler cette instabilité. Donc, j'enregistrais mes enregistrements, j'enregistrais mes improvisations pour après ça les découper les sons parce que c'était trop chaotique. Oui, le no-input, ça a été vraiment fascinant. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche du son, des matières qui nous parlent. Moi, j'aimais beaucoup les matières un peu rudes, un peu grinçantes. Et lorsqu'on travaille avec les sons du microphone, à les étirer, à travailler le spectre et tout ça, ces sons sont très, très riches. Et je voulais travailler en improvisation, mais
pas aller directement avec des sons de synthèse qui, pour moi, n'étaient pas assez... il n'y avait pas assez de particularités, de défauts, si on veut. Et par hasard, j'ai commencé à travailler sur un no input. Et là, l'instabilité que ça apportait, on travaillait, puis ouf, ça pouvait partir d'un côté, ça pouvait partir de l'autre, ça créait tout d'un coup des bursts, vraiment des explosions. Et j'ai adoré ça, d'être dans cette instabilité-là qui me rapprochait de quelque chose du vivant, si on veut, une matière riche, une matière rêche, une matière que l'on contrôle, mais on est toujours sur le bout des doigts ou sur le bout des oreilles, je dirais, à écouter les changements, les fluctuations et qui ressemblent aux vivants, qui ressemblent à nos vies actuellement, qui sont toujours en fluctuation, qui sont en tumulte. Oui, le tumulte par les temps qui courent est un terme qui résume bien la situation. Oui. Alors donc, et ça risque de résumer la situation encore pour un bon moment. Oui, malheureusement, oui. Oui, malheureusement, effectivement. Donc, parlez-nous de l'évolution de votre lutherie, c'est-à-dire les outils que vous utilisez. Vous aimez les sons avec une aspérité, vous aimez les sons un peu rudes que vous travaillez par la suite et que vous apprivoisez et que vous organisez et que vous rendez cohérent selon votre propre univers esthétique. Oui. Je vais parler de tumulte ici, peut-être, parce que là, avec la recherche sur 10 ans presque du no-input, j'ai vraiment développé un dispositif, mais ce dispositif n'était pas que analogique, il était construit pour avoir une diffusion sur l'orchestre de haut-parleurs. Parce que ma pratique étant vraiment de travailler le son dans l'espace, les déplacements du son, les superpositions de son. Auparavant, avant de développer mon dispositif, j'ai travaillé avec des micro-contacts, avec des choses qu'on frappe, qu'on frotte et tout ça, et j'étais toujours un peu déçue du résultat parce que je trouvais que j'allais pas assez loin. Je n'allais pas assez loin dans la pensée électroacoustique parce que même si je travaille avec des outils simples, no input et tout ça, ma pensée demeure une pensée du son qui se déplace, qui se superpose et qui apporte du sens et du sensible. Donc, les deux niveaux. Avec le no input, dans l'espace, je pouvais travailler avec différentes superpositions de temps, de déplacement. Donc, c'était vraiment très, très riche. Là, présentement, après cette recherche-là de travailler avec des sons rage, des sons noise, j'avais le goût de revenir à une pièce en stéréo avec tumulte, mais qui intègre tous les genres de sons. Pas seulement du noise, mais des sons instrumentaux, des sons captés par microphone de la nature. Donc, j'avais le goût de revenir à une espèce d'hybridité de tous les sonores que je travaille depuis toujours. Mais là, j'avais comme un peu focusé sur le no input, sur ces sons rêches, et avec la composition de tumulte, c'était de revenir, si on veut, à toutes ces superpositions, non dans l'espace de temps et d'espace, mais aussi de différentes qualités de son, si on veut dire. Seriez-vous en train d'essayer de fédérer toutes les expressions que vous avez explorées? On fait souvent ça, plus on évolue dans le temps, plus on acquiert une maturité, plus tout ce qu'on a accompli auparavant rejaillit discrètement dans une œuvre nouvelle. C'est le cas, si je comprends bien. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu cela, oui, c'est un peu cela. Et de retourner en studio de composition, ça a été un plaisir incroyable. J'avais comme oublié, pas oublié, mais puisque j'avais travaillé beaucoup dans le dôme, c'est pas du tout la même relation au son. Et là, de retrouver l'espace stéréo, de retrouver le travail fin, précis, de suivre une ligne, de la porter. J'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver le studio. Peut-être que la COVID nous avait préparé un peu. Pardon? Ah oui, effectivement. La COVID nous a préparé un peu à ce retour. En fait, il y a toutes les circonstances qui font qu'on revient
on prend d'autres formes avec le temps, C'est ça. avec contingence, c'est sûr. On Ça. n'a pas un dôme de haut-parleur dans son salon, mettons. Non, c'est ça, malheureusement, non. Mais vous avez travaillé en studio et cette fois-ci, ces œuvres, en fait, cette œuvre-là qui a été conçue en studio est retransmise maintenant dans un dôme de haut-parleurs, enfin dans une cinquantaine de haut-parleurs. Comment faites-vous la transition puisque vous êtes retourné aux sources d'une certaine façon et vous revenez à une diffusion multicanaux? La spatialisation du son, avant d'avoir les dômes de haut-parleurs, on appelait ça un orchestre de haut-parleurs. Ouais. Hein, on a toujours, la musique électroacoustique a toujours eu cet espace de diffusion sur un orchestre de haut-parleurs. Dans cette perspective-là d'orchestre de haut-parleurs, les haut-parleurs prennent des fonctions. On a des lointains, on a des côtés, on a des hauts, des bas. Donc, je vais travailler avec ça. Et travailler sur un orchestre de haut-parleurs, c'est comme ça que je vais travailler la diffusion en essayant de magnifier l'espace qui est déjà dans ma pièce en stéréo. Si j'ai un moment où c'est très large, je vais ouvrir. Si j'ai un moment qui se resserre, je vais resserrer. Si j'ai un moment intime, je vais peut-être garder ça sur 4 haut-parleurs. Alors, je vais jouer avec l'espace extraordinaire à l'usine C que nous offre Acousma et je vais juste magnifier l'espace qui est déjà dans la pièce. Donc, votre travail continue à l'usine C d'une certaine Ah façon, oui. puisque vous devez repenser à l'œuvre que vous avez conçue en studio pour sa diffusion en temps réel dans un contexte d'écoute différent et dans un contexte de diffusion différent. Oui, c'est certain que la pièce, ça va se modifier par après cette écoute, parce que ça va révéler des choses que j'ai peut-être pas entendues ou des petits détails que je fais « Oh! » que j'aurais aimé que ça soit plus fort ou que j'aurais aimé que ça soit plus raide. Bon, mais c'est vraiment un espace où on fait entendre ce qu'on a voulu dans les meilleures conditions. C'est un cadeau de pouvoir jouer sa pièce à Acousma. Et pour les gens qui viennent, pour les jeunes, de ne pas avoir d'écouteurs, d'écouter enfin la musique dans le lieu, dans un espace, c'est magnifique. C'est une expérience extraordinaire. Vraiment. Oui, en termes de haute fidélité, c'est un des espaces les plus privilégiés qu'on peut avoir à Montréal. Notamment, il y a d'autres dômes. Il y a celui de la SAT, il y a Habitat Sonore aussi au Centre Phi, qui est une petite salle d'écoute extrêmement bien équipée. Il y en a d'autres. Il y a Kermit, évidemment, à l'école Schoolitch. Mais dans le cas qui nous occupe, l'usine C est un lieu extraordinaire de la manière dont il est équipé à Acousma, avec cet orchestre de haut-parleurs. Oui, et l'expertise, parce que puisqu'il se fait toujours à l'usine C, les gens ont acquis, l'équipe d'Acousma a acquis l'expertise et pour faire résonner cette salle vraiment de façon extraordinaire. Exact. Maintenant, où vous situez-vous en 2024? Maintenant, on ne peut plus parler d'un son électroacoustique ou d'une inclination, d'une tendance. Dans les années 80 ou 90, il y en avait déjà 2 ou 3 tendances, mais maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais vous, qui quand même travaillez depuis plus d'un quart de siècle, je dirais, dans le domaine électroacoustique, en recherche continue, euh, où vous provenez, vous avez été formé par Francis Daumont, si je me souviens bien, et donc vous étiez issu d'une école électroacousticienne quand même relativement classique, entre guillemets, là, pas au sens de la musique classique, mais au sens de la tradition première. Maintenant, vous avez cheminé là-dedans. Où êtes-vous maintenant? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Non, mais vous savez un peu où vous êtes. Mais je sais qu'on peut jamais s'auto-décrire très bien Non. parce que vous êtes une artiste et en général, la perception d'une œuvre qu'on a, c'est après qu'elle est diffusée. C'est lorsqu'on l'a digérée, on en identifie les formes, les caractéristiques, la façon dont elle est faite, la personne qui les a faites, etc., etc. Mais vous avez quand même une perception de vous-même. Oui, mais je dirais que pour moi, les choses principales n'ont pas changé malgré les différentes formes ou malgré les outils. L'écoute du son, la matérialité du son, les mouvements, les verbes. Moi, j'aime beaucoup composer avec les verbes chuter, émerger.
j'aime quelque chose qui, la question, qui attire l'écoute. Toute la question de comment entretenir un son, jusqu'à quel point on peut garder un son et jusqu'où c'est trop long, jusqu'où ça devrait tomber, jusqu'où on doit chuter, comment travailler aussi, trouver des sons nouveaux ou inouïs ou organiser quelque chose avec le son qu'on n'a pas entendu. Donc, on est toujours dans la recherche du sonore. Oui, exactement. Vous êtes dans la recherche du sonore, mais et aussi vous vous démarquez de vos influences originelles d'une certaine façon, même si vous les conservez. Donc, vous avez acquis votre propre personnalité depuis longtemps en tant que compositrice. Sinon, on ne vous parlerait pas aujourd'hui après tant d'années. Et donc, vous avez acquis ça et en même temps, vous êtes fidèle à vos sources et vous avez aussi, vous êtes toujours désireuse de trouver des nouvelles choses. On dit toujours qu'on est dépendant de nos outils quand même. On fait de la musique électronique ou électroacoustique, on est dépendant de nos outils. Chaque outil amène autre chose, nous pousse à chercher, à développer, à trouver autre chose. Et je pense que le fait que les outils changent tout le temps, que là, moi, j'ai fait du no input, là, il y a beaucoup de synthé analogique. Il y a toujours des nouveaux sons à explorer et surtout à apprendre et à tirer de son côté. Avec toutes les nouvelles machines, c'est comment leur faire parler ma voix, si on veut. Donc, c'est toujours à essayer de détourner l'appareil pour lui faire faire autre chose ou quelque chose qui me ressemble. Donc, il y aura toujours des nouveaux appareils, des nouveaux outils qui nous forcent à se questionner constamment. On ne peut pas rester à la même place. Là. Sinon, non, c'est ça. Sinon, on devient désuet, tout simplement. Peut-être, oui. Oui, c'est ça. Oui. Il faut vraiment rester vivant et continuer à chercher et alimenter sa propre curiosité. Quoi. C'est parce que c'est fascinant aussi. Le processus de composition, c'est fascinant. Moi, je dis souvent qu'on est des poètes. On est plutôt des poètes du son que des musiciens. Je n'aurais pas dire une chose pareille, mais je veux dire, je trouve qu'on est des poètes, on s'attarde aux mots, on s'attarde au son, on essaie de faire des nouvelles phrases, pas la phrase linéaire habituelle, un autre genre de phrase. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup l'expérimentation. L'œuvre qui sera présentée, Tumulte, jeudi à l'Usine C, est-elle dans une lignée d'œuvres récentes que vous avez composées ou bien se démarque-t-elle complètement? Comment la situez-vous dans ce sens-là, dans votre démarche des dernières années? Je ne sais, pas celle de votre carrière au complet, mais... Non. Ben, j'ai fait quelques œuvres. Ça faisait quelques années que je n'avais pas fait d'œuvre fixée. Hein? J'ai travaillé beaucoup l'impro, donc je n'avais pas fait d'œuvre fixée. Récemment, bon, j'ai fait de la musique de film, j'ai fait de la musique pour un spectacle de poésie. Donc, tranquillement, je suis revenue à un autre genre de travail et j'ai découvert des sons à chaque fois qu'on fait des œuvres pour accompagner quelque chose, on découvre d'autres choses. Et à cette occasion-là, j'ai découvert des sons qui m'ont beaucoup intéressée. Et j'ai fait, je veux travailler, je veux mettre ça en forme dans une composition. On n'est jamais loin, même en improvisation, on n'est jamais loin de la composition fixée, mais ce n'est quand même pas le même processus. Donc, j'ai eu comme une suite de compositions fixes, après ça, pas mal d'impro, et là, j'ai l'impression que j'essaie de mettre toutes ces expériences-là ensemble. Oui, je vais retourner à l'impro, je pense que les deux, toujours, sont deux voix qui me donnent des nouvelles façons d'écouter et j'ai toujours le goût, je fais beaucoup d'impro, de revenir à la composition, de penser autrement, puis de la composition, aller à l'impro, qui est le geste, qui est le son, directement sous les doigts. Donc, les deux m'habitent, les deux m'enseignent beaucoup. L'improvisation est toujours essentielle à la création. Même si on n'improvise pas en temps réel, on improvise toujours lorsqu'on crée. Cette fois-ci, quelle est la place de l'improvisation dans cette œuvre spécifique-là? J'ai
plus travailler. C'est étrange, mais je suis revenue à des choses très, très simples. Des choses comme découper, morceler les sons dans le logiciel, jouer beaucoup sur le volume, comme si j'improvisais, justement. Donc, c'était des fonctions très simples de mixage, si on veut, mais que j'ai abordé comme plus, je me disais, OK, je me fais une séquence avec mes... Donc, j'ai comme pris ce geste-là pour des choses très simples, des pannes, des petits pannes, pour voir comment ça animait la matière autrement. C'est plutôt ça. C'est un autre niveau, c'est un niveau plus petit. C'est plus dans le mixage, dans la façon de manipuler la table de mixage et les outils. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi une autre preuve de maturité. Lorsqu'on commence, on a des formes bien établies et là, lorsqu'on se permet de jouer avec ces formes-là en cours de création, c'est qu'on est sûr de soi. On pense, on a le sentiment qu'on a une belle matière. À partir de là, on peut se laisser aller. Oui, la pièce, j'ai senti qu'elle était terminée quand, à la fin, ou quelque part dans la pièce, j'ai découvert un geste que je n'avais jamais fait auparavant. Je me dis, ça, c'est le début de ma prochaine pièce. C'est comme ça qu'on trouve. Là, je me fais, oui, ça veut dire que je suis déjà rendue à penser autrement, donc il faut que je la termine pour commencer ma nouvelle pièce. Alors, vous allez nous aider à penser autrement, puisqu'on va écouter votre pièce en direct à l'Usine C jeudi. Et donc, dans un cadre très spécial, d'un orchestre de haut-parleurs hautement performant, dans des conditions idéales. Alors, on est très heureux d'écouter la nouvelle musique de Monique Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À jeudi.